Élisabeth Turgeon présente Athéna, un livre écrit par Élisabeth Turgeon et lu par Charles Labbé. Élisabeth Turgeon est née à Amos. Avocate de formation, elle a d'abord exercé le droit à Québec, avant de travailler dans le monde des affaires à Montréal pendant plus de 20 ans. Parallèlement, elle s'est consacrée à l'écriture, au théâtre et à la peinture. Elle puise son inspiration dans ses voyages à travers le monde. Athéna est son 14e roman pour la jeunesse. À Hélène Ménard. Chapitre 1. Un chien robot. Le choc serait dur à encaisser. Christelle Lambert le savait. Les membres de son équipe avaient travaillé pendant des mois pour mettre au point un chien robot des plus sophistiqués. Et voilà qu'elle leur apprenait qu'un incident majeur les forçait à tout reprendre à zéro. Depuis 20 ans, Athéna avait créé avec succès plusieurs prototypes en fonction des demandes de ses clients. L'entreprise spécialisée en robotique et en intelligence artificielle était l'une des plus performantes au monde. Jamais ils ne s'étaient butés au genre de problème qu'ils éprouvaient aujourd'hui. Christelle toussota pour ramener vers elle l'attention de ses conseillers. « Poursuivons, s'il vous plaît. » La réunion se déroulait en français, puisque tous parlaient cette langue. Les Russes Olga et Pasternak avaient étudié à Paris, Fanny venait de France, le Thaïlandais Bunma avait fréquenté le collège français de Bangkok, tandis que son compatriote Lee avait complété sa maîtrise en ingénierie et en sciences appliquées à l'Université de Montréal, sans compter que Christelle elle-même était originaire de Belgique. « Quand as-tu été mise au courant de l'annulation de l'opération militaire ?» demanda Pasternak. « Celui qui devait filmer l'attaque vient de m'en informer à l'instant. » « Annulé », répéta lentement Bunma, estomaqué par cette nouvelle. « Et cet homme est certain de ce qu'il a vu ?» Christelle se rappela soudain que Bunma n'avait rejoint que depuis peu le cercle de ses principaux collaborateurs, qu'elle avait réunis d'urgence dans son bureau. Si Bunma connaissait bien le chien robot pour avoir travaillé à sa conception et à son assemblage, il ignorait qu'un spécialiste avait reçu la mission de capter des images de son premier essai sur le terrain. « Oui, » certifia Christelle. « Pour ton information, il se nomme Panayukol. Il vit à Mumbai, en Inde. C'est l'un des meilleurs documentaristes scientifiques. C'est pourquoi nous l'avions chargé de filmer notre robot en action. » Lee poursuivit ses explications pour que Bunma comprenne la dimension économique du problème qui leur tombait dessus. Nous comptions sur les scènes qu'ils allaient tourner pour faire mousser notre campagne publicitaire auprès des armées françaises, anglaises, japonaises, russes, etc. Les Américains souhaitaient acquérir une centaine de spécimens, un certain nombre sous forme de robots chiens, mais aussi de plusieurs autres animaux selon leurs besoins, enchaîna Christelle. Ils attendaient l'évaluation d'un premier essai en zone de guerre pour boucler leur commande. On leur avait fourni le prototype canin pour qu'il soit testé au cours d'une mission en Syrie. Et voilà qu'on nous apprend que cet essai a échoué. Cela semblait pourtant prometteur. Cette défaillance aurait-elle été causée par un problème technique? Pasternak était visiblement pressé de comprendre la raison de l'échec. Non, je ne crois pas. Je n'en sais encore que très peu. Apparemment, il s'agirait d'une question de contre-ordre. Le robot aurait blessé 3 soldats, leur rapporta Christelle en passant une main ouverte dans ses cheveux très courts. Son secrétaire entra subitement dans le bureau et lui murmura quelques mots à l'oreille. « Si vous voulez m'excuser un instant, » annonça-t-elle avant de sortir. « Je dois prendre une communication importante. » Fanny Beauvais soupira de soulagement. Elle avait le plus grand besoin de ce moment de répit pour calmer sa colère. À son avis,
Christelle avait atteint le comble de la bêtise en ordonnant la fabrication d'un prototype à l'image d'un véritable chien et conçu pour se glisser incognito en territoire ennemi. Fanny n'avait jamais approuvé ce projet de chien robot dont le corps dissimulait une charge d'explosifs. L'idée d'utiliser des armes de ce genre l'enrageait. Elle avait donné à sa supérieure plusieurs exemples d'accidents qui pourraient coûter la vie à des civils. Des enfants pourraient chercher à le flatter, des adultes à le nourrir, un animal pourrait s'en saisir et l'amener dans une foule. Voyant qu'elle n'obtenait pas son intention, Fanny avait ensuite tenté de mettre sur pied un comité qui aurait eu pour mission d'élaborer des règles d'éthique auxquelles Athéna devrait se conformer. Sa proposition s'était vivement heurtée à l'opposition de Christelle. Pas question de freiner le projet. La rentabilité comptait avant toute autre chose pour les actionnaires de la compagnie. Pendant quelque temps, Fanny avait fait face à l'hostilité ouverte de sa patronne, qui avait horreur qu'on conteste ses décisions. Fanny avait alors compris qu'elle pourrait être congédiée. Mais Christelle savait que ce n'était pas dans son intérêt. Fanny avait de nombreux contacts au sein d'entreprises médicales et manufacturières qui achetaient régulièrement des robots de toutes sortes pour assister leurs employés dans leurs tâches. Son départ aurait certainement entraîné le déplacement de cette clientèle chez un concurrent. Heureusement, après un certain temps, la situation était revenue à la normale. Elle et Christelle avaient depuis travaillé ensemble sur des projets importants. Tandis qu'Olga, Lee, Bonma et Pasternak discutaient entre eux, Fanny se leva et se plaça devant les fenêtres panoramiques qui surplombaient la ville. Le bureau de Christelle Lambert occupait entièrement le dernier étage de l'immeuble d'Athéna et offrait une vue imprenable sur Bangkok. Fanny aimait cette ville pour 3 raisons. D'abord pour ses habitants sympathiques et accueillants, puis pour le fleuve Chao Phraya, qui serpentait avec élégance ses rives, et enfin pour ses gratte-ciels qui rivalisaient de beauté et d'originalité. Elle apercevait justement au loin le Mahanakon, dont la façade évoquait une série de pixels. On aurait juré qu'une main géante avait tordu la tour de 77 étages, la laissant torsadée comme un bâton de réglisse. Christelle revint et Fanny reprit sa place avec les autres. « Je n'ai pas plus de détails, continua-t-elle. Pana nous fera parvenir en début d'après-midi une vidéo montrant le robot et les militaires en action dans la zone de guerre. Il a tourné des centaines d'heures. Apparemment, les images parlent d'elles-mêmes. » Tous sortirent leur téléphone intelligent pour vérifier s'ils devaient annuler un rendez-vous. « On se retrouve dans l'auditorium à 14 heures, spécifia Christelle. Voyez à ce que les personnes concernées assistent à la réunion. Je parle des ingénieurs, programmeurs, opérateurs, techniciens et de tous les autres qui ont travaillé sur ce projet. Nous visionnerons la vidéo pour comprendre enfin la cause de cet échec. » Pasternak, Olga, Bonma et Fanny allaient quitter le bureau lorsque Christelle les retint. « J'ai oublié de vous dire que nous accueillerons cet après-midi un groupe de jeunes qui nous viennent du Québec. Ils sont accompagnés de leur enseignante Isara Tomcom. Elle porte le même nom de famille que toi, Ali, remarqua Olga. Est-ce une parente? Oui, une cousine. Mon oncle s'est installé au Canada il y a plusieurs années. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai choisi l'Université de Montréal pour me spécialiser. Christelle mit fin à leur discussion en mentionnant qu'elle souhaitait qu'ils prennent un soin particulier des élèves d'Isara. Ces jeunes Canadiens sont intéressés par la robotique. Ils visiteront notre musée, rencontreront les humanoïdes et interagiront avec eux. S'il vous plaît, veuillez leur consacrer quelques minutes de votre temps, puisqu'il ne s'agit pas d'un groupe scolaire comme les autres. Olga afficha clairement sa contrariété. « Je suis fatiguée de ces adolescents qui viennent traîner ici et perturber nos activités, » se plaignit-elle. « Sans te vexer, Christelle. Il faut admettre qu'il dérange, » l'appuya Pasternak, se souvenant de 2 adolescents qui étaient entrés à leur insu dans leur laboratoire. « En plus, je n'ai pas une minute à leur consacrer. Je suis un scientifique et j'effectue des recherches. Un point, c'est tout. »
Et moi, je n'ai pas été engagée comme gardienne d'enfants, renchérit Olga. Elle avait parlé sur un ton mordant, tout en guettant la réaction de sa patronne. Christelle rougit. Elle n'aimait pas qu'on remette en question le fonctionnement de son entreprise. Surtout qu'elle n'avait jamais vu Pasternak et Olga se mêler au groupe d'élèves. En plus, ils travaillaient à l'écart. Ils ne pouvaient pas vraiment se prétendre importunés par les jeunes. Ils devraient pourtant comprendre l'importance de cette mission éducative. Notre musée représente une source de revenus appréciable pour l'entreprise, leur rappela-t-elle. Et n'oubliez pas qu'il constitue un levier en vue d'obtenir des fonds de recherche du gouvernement thaïlandais. Maintenant, retournez à votre travail. Merci. Ils furent bientôt tous sortis du bureau, sauf Christelle et Lee, qui restèrent seuls pour faire le point sur la situation. Quant à Fanny, elle se pressa de rejoindre le chauffeur de la compagnie. Elle avait promis à son collègue de le remplacer pour aller chercher sa cousine et ses élèves à l'aéroport. Tout en montant dans le véhicule, elle repensa au chien robot et à son utilisation. Elle en éprouva une profonde répugnance. Chapitre 2. Les élèves d'Issara. Une demi-heure plus tard, l'avion dans lequel voyageaient les 4 élèves et leur enseignante se préparait à atterrir à l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok. Le groupe arrivait de Chiang Mai, une ville située dans le nord de la Thaïlande. Les adolescents y avaient participé à la World Robot Olympiad. C'est en remportant à Québec la finale nationale qu'ils avaient été sélectionnés pour représenter le Canada à ce concours international de robotique destiné aux jeunes. Leur équipe avait construit un robot aide-ménager baptisé Nestor. Il avait été programmé pour mettre de l'ordre dans une chambre d'adolescents. Une puce dissimulée dans les effets personnels arrangés indiquait à Nestor où il devait les placer. Et ça marchait. Même s'ils n'avaient rien gagné à la World Robot Olympiad avec ce prototype, ils étaient tout de même enchantés de leur expérience. Le simple fait de se retrouver en Asie était en soi extraordinaire. Les 4 élèves du collège Charles d'Iberville étaient âgés de 15 ans. Sarah Jo était la plus grande. Ses cheveux coiffés en fines tresses descendaient jusqu'au milieu de son dos. Elle avait hérité de ses ancêtres africains un remarquable corps d'athlète et elle montrait une intelligence supérieure aussi vive que son caractère était exécrable. Sarah Jo possédait un atout de plus que les autres quand il avait fallu se tailler une place au sein de l'équipe qui participait à ces compétitions. En effet, son père occupait un poste de roboticien et sa mère travaillait aussi dans le domaine comme domoticienne. Elle analysait les besoins de ses clients et soumettait des plans pour que la machine remplisse les tâches qu'on désirait qu'elle exécute. Catherine, que tout le monde appelait Kat, était la meilleure amie de Sarah Jo et, autant par son physique que par sa personnalité, l'opposé de sa copine. Toute petite, blonde, les cheveux mi-longs, son tempérament calme et réfléchi représentait un atout pour concevoir les suites d'opérations et d'instructions qui constituaient les algorithmes nécessaires au bon fonctionnement d'un robot. Kat dessinait aussitôt qu'elle le pouvait. Une façon sans doute de rester à l'écart sans se faire remarquer. L'adolescente avait été hospitalisée pendant plusieurs mois au cours de sa première secondaire. Grâce à Sarah Jo qui la visitait tous les jours pour lui faire part de la matière étudiée en classe, elle était parvenue à réussir son année scolaire. Cédric était plutôt grand, mince, une belle tête, des cheveux châtains le plus souvent ébouriffés. Trop occupé par sa passion pour les sciences, il ne soignait pas du tout son apparence. C'était un garçon brillant, quoiqu'hyper gêné, et follement amoureux de Sarah Jo qui, elle, l'ignorait complètement. Il avait bien tenté des approches, mais elle ne le voyait pas. Pourtant, ils avaient plein de choses en commun, dont leur facilité à apprendre et leur curiosité. Enfin, Peter était celui qui éprouvait le plus de difficultés à se conformer au règlement. Il avait une allure totalement différente des autres. Le plus souvent, son crâne était rasé en un motif quelconque.
On aurait juré qu'il choisissait ses vêtements pour affirmer son originalité. Peu lui importait qu'il soit trop grand ou trop petit, ou que les couleurs s'agencent mal. Il se contrefichait des modes populaires. Si on s'attardait à fixer ses yeux bleus, on y saisissait par contre un peu de tristesse et un besoin démesuré de liberté. Il ne se montrait pas du tout intéressé par l'école, même si, au fond, il aimait bien y rencontrer ses amis et ne détestait pas certains cours. Il s'était retrouvé en Thaïlande avec les 3 autres à cause de son habileté à construire des trucs complexes. Il adorait bricoler. Cédric affirmait que c'était grâce à lui si leur robot avait été assemblé correctement. Leur professeur de sciences, Isara Tomkom, était aussi heureuse de séjourner en Thaïlande, pays où étaient nés ses parents et où habitaient encore quelques membres de sa famille, dont Lee. L'avion s'immobilisa en bordure d'une piste et un camion muni d'un escalier vint s'arrimer à l'une des portes de l'appareil, après quoi les passagers descendirent un à un. « J'ai soif », se plaignit Sarah Jo, tout en poussant Peter pour qu'il avance plus vite. « On se calme », lâcha ce dernier sur le point de sortir de ses gonds. « Montez dans l'autobus », les pria Isara, « et allez tout au fond. » Tandis que les autres voyageurs pénétraient à leur tour dans le véhicule, Cédric voulut savoir quand ils iraient au fameux musée de robotique où travaillait son cousin. « J'ai confirmé notre présence hier », l'informa-t-elle. « Lee viendra nous chercher à la sortie du terminal de l'aéroport. Notre visite chez Athéna s'étalera sur 2 jours. » « Cool. Et après, irons-nous toujours à la mer ?» l'interrogea Peter. « Bien sûr, on ne manquerait ça pour rien au monde », le rassura Isara. Arrivé au terminal, le groupe se rendit jusqu'au carrousel où ils allaient récupérer leurs bagages. Ils traversèrent ensuite une série de longs couloirs avant de se retrouver à l'extérieur où une chaleur intense les saisit. « Un vrai sauna !» remarqua Peter avant de désigner une femme plutôt jeune, aux cheveux d'un roux flamboyant, qui tenait une pancarte sur laquelle était écrit « Isara Tomkom ». Elle vint vers eux et s'adressa directement à Isara en français. « Votre cousin Lee s'excuse, dit-elle. Il n'a pas pu venir. Une réunion urgente l'a retenu chez Athéna. Je me nomme Fanny Beauvais et je vous souhaite la bienvenue à Bangkok. » Ils la suivirent jusqu'à un minibus où le chauffeur les accueillit en offrant à chacun une bouteille d'eau froide. « Ce n'est pas de refus, » s'exclama Peter. « Comment dit-on merci en thaï déjà? »« Kop kun ka » énonça d'un trait Sarah Jo. « On le répète depuis 3 jours. Tu devrais t'en souvenir. » Peter haussa les épaules. Cette fille qui savait tout, toujours, l'énervait royalement. Il jeta un coup d'œil à Cédric. Lui observait Sarah Jo d'un regard rempli d'admiration. Qu'est-ce qu'il pouvait bien lui trouver? D'autant plus qu'elle semblait se ficher totalement de lui. Le véhicule s'enfonça bientôt dans la circulation. Il roulait à pas de tortue, ce qui donnait à ses occupants le loisir de découvrir la ville. Magasins, boutiques, restaurants, marchés de légumes et de fruits jalonnaient les rues. Il y avait des gens partout, et de vieilles maisons se mêlaient aux plus récentes. Des femmes coiffées de chapeaux coniques et accroupies sur le sol vendaient des bricoles, pendant que des jeunes en jeans et aux cheveux colorés déambulaient devant elles. On aurait dit 2 mondes superposés, l'un ancien et l'autre nouveau. Ils passèrent devant un temple bouddhiste et des émanations d'encens vinrent leur chatouiller les narines. Un peu plus loin, des moines vêtus de longues robes rouges ou orangées et le crâne rasé défilaient à la queue leu-leu en tenant un grand bol dans leurs mains. « Je mangerais bien quelque chose avant d'arriver là-bas », lança Peter. Sa remarque fut appuyée par les autres. Fanny adressa quelques mots en thaï au chauffeur qui tourna le volant pour entrer dans un passage étroit où se croisaient des porteurs à pied et des motos chargées de boîtes de carton. Ils débouchèrent sur une artère achalandée et l'homme se gara sur le trottoir. « À Bangkok, la meilleure nourriture se trouve dans la rue », leur expliqua Fanny. « Vous apercevez les gens là-bas? Ils cuisinent sur des charrettes tirées par des bicyclettes. Vous pouvez y commander à manger. »
Vérifiez d'abord s'il vous reste des battes, leur conseilla Isara. Ils fouillèrent dans leurs poches et firent signe que oui. Nous aurons bientôt une averse, les avertit Fanny. Allez vite chercher quelque chose et revenez. Vous voulez que je vous accompagne pour servir de traductrice? Leur demanda Isara. Non, on se débrouillera. Les 4 ados coururent jusqu'au premier homme qui brassait un mets dans un grand wok. Pad Thai, déclara ce dernier en pointant son contenu. Il s'agissait de nouilles épicées avec du gingembre frais et du poulet ou des crevettes. Il y avait goûté à Chiang Mai. Les premières gouttes les incitèrent à regagner rapidement le minibus. En quelques minutes, des trombes d'eau inondèrent la rue. Heureusement, ils avaient été servis avant que la pluie ne s'abatte sur eux. Bienvenue en Thaïlande, en pleine saison de la mousson, plaisanta Fanny en riant. Autour d'eux, la pluie tombait comme un épais rideau. Le chauffeur attendit la fin de l'averse avant de repartir. « Que faites-vous exactement chez Athéna ?» demanda Peter à Fanny lorsqu'il eut terminé son repas. « Je conçois des robots avec mon équipe. Au début, on ne travaillait que sur ceux commandés par les industries, des robots soudeurs ou peintres, des machines pour la démolition, le nettoyage, l'emballage ou la surveillance. Puis, on a créé des prototypes de robots explorateurs, médicaux, domestiques, militaires. On les invente, en quelque sorte, et ils sont fabriqués ailleurs par la suite. « Qu'est-ce qu'un robot explorateur ?» demanda Sarah Jo, qui suivait la conversation. On les utilise si l'environnement présente des risques. Par exemple, un de nos robots a été déployé sur le site d'un accident nucléaire à cause des dangereuses radiations qui s'en dégageaient. Il y a aussi ceux qui nous ressemblent, mentionna Peter. Oui, Athéna met au point des robots anthropomorphiques, plus couramment nommés humanoïdes. Leur structure rappelle celle de notre corps. Ils sont utilisés à des fins ludiques et aussi pour l'aide à domicile. Ils pourraient même devenir vos professeurs dans l'avenir. Les yeux d'Isara s'écarquillèrent de surprise. Elle allait faire un commentaire quand Sarah Jo la devança. « On s'amuserait à les reprogrammer, déclare-t-elle d'un trait. On ne passerait pas à côté de cette chance. Tous éclatèrent de rire, même Peter. Une quinzaine de minutes plus tard, leur véhicule ralentit, puis s'arrêta devant un haut mur de briques noircies qui encerclait une tour grise de plusieurs étages qui dépassait les arbres. « Nous sommes arrivés », leur annonça Fanny. En sortant, les 4 adolescents échangèrent des regards. L'endroit leur paraissait des plus lugubres. En traversant la grille pour entrer sur le terrain d'Athéna, ils découvrirent à leur grande surprise que tout à côté du grand édifice se trouvait une petite maison de style traditionnel thaï. Je n'ai toujours pas compris pourquoi les bords des toits sont relevés comme des couettes frisées, nota Kat. Fanny éclata de rire. Tu parles de ces extrémités incurvées et pointues comme des pics? Les toits sont conçus comme ça pour chasser les fantômes et les mauvais esprits. Sérieusement? S'écria Sarah Jo. Ces gens sont vraiment superstitieux. Voyant qu'ils étaient intéressés par cette vieille demeure, Fanny leur expliqua que 2 de leurs scientifiques y avaient installé leur laboratoire. « Pourquoi? » demanda Sarah Jo. « J'imagine qu'ils préfèrent le cadre d'une bâtisse traditionnelle, » répondit vaguement Fanny. Les raisons qui entouraient les conditions particulières du travail d'Olga et Pasternak étaient encore mystérieuses pour elle. On lui avait parlé d'une conversation qui avait mal tourné. C'était avant même qu'elle ne soit invitée par Christelle à se joindre au groupe des 5 qui participaient à la gestion de l'entreprise et à la prise des décisions majeures. Elle n'avait jamais su exactement ce qui s'était dit. La rumeur courait qu'après cette prise de bec, Pasternak et Olga avaient établi leur quartier dans la petite maison. Christelle avait parlé d'une tempête dans un verre d'eau. C'est sans doute pourquoi les 2 scientifiques avaient continué de participer aux réunions du groupe de conseillers qui constituait sa garde rapprochée. Fanny jeta un dernier regard sur leur laboratoire avant de conduire les Canadiens vers la porte du grand immeuble. Je me demande tout de même sur quoi portait la fameuse discussion qui les a forcés à s'isoler de la sorte, songea-t-elle.
Il travaillait sur des projets d'Athéna, et certainement sur autre chose aussi, car il refuse à tous l'accès à leur laboratoire. Même les gens de l'entretien ménager doivent prendre rendez-vous pour faire leur travail. Nadia, la responsable de l'équipe, me l'a dit. Comme elle doutait que la patronne dispose de temps à lui consacrer, Fanny restait sur l'impression qu'elle travaillait en réseau fermé avec Lee. Celui-ci se rangeait toujours du côté de Christelle, voulant peut-être obtenir le poste laissé vacant par la mort de John Porter, le dernier vice-président. Lui au moins, il avait les questions d'éthique à cœur, pensa-t-elle. Il n'aurait jamais accepté ce projet de chien robot conçu pour tuer. Chapitre 3. Les scientifiques d'Athéna. Fanny entra dans l'immeuble principal d'Athéna, aussitôt suivie par Sarah, Sarah Jo, Kat, Cédric et Peter. Ils se retrouvèrent dans un grand hall aux murs couverts de photos. Ce monsieur était le vice-président d'Athéna, apprit-elle à Cédric qui s'était arrêté devant celle de John Porter. Il est maintenant décédé. Elle désigna ensuite une immense fresque qui occupait le mur du fond. Elle évoquait un rapace et un arbre. La chouette et l'olivier, spécifia Fanny, des symboles associés à la déesse Athéna. Je me demandais justement pourquoi l'entreprise s'appelait ainsi, l'interrogea leur professeur. Christelle Lambert, la fondatrice de la compagnie, considère Athéna comme le robot de la mythologie grecque. Une époque un peu trop reculée pour cette invention, remarqua Sarah Jo. Je vous explique, commença Fanny. Dans le récit mythique, Athéna n'est pas née d'une mère. Elle a plutôt jailli du crâne de Zeus. Bon, ça m'apparaît clair. Athéna n'est pas née naturellement, mais a été créée par l'esprit. Ce qui explique pourquoi la patronne a choisi ce nom pour son entreprise. En déduit Sarah Jo en s'avançant vers 3 photos qui occupaient un espace de choix. L'adolescente les désigna du doigt. Et ça? Fanny s'approcha de Sarah Jo avant d'expliquer qu'il s'agissait de leur dernier projet d'importance. Le ton de la scientifique avait totalement changé. Sarah Jo avait même décelé de la colère dans sa voix. « Vous semblez agacé par ce projet ?» lui fit-elle remarquer. Fanny haussa les épaules et poursuivit ses explications. « Sur ce cliché, vous pouvez apercevoir un prototype de notre premier chien robot. On l'avait monté sur des chenilles. » « Comme celle qui remplace des roues sur les tanks, les motoneiges et certains tracteurs ?» enchaîna Cédric en se rapprochant le plus près possible de Sarah Jo. « Bonne idée! Ça assure la stabilité du robot. » Fanny se déplaça légèrement. « Ici, vous voyez le deuxième. »« Il ressemble plus à un véritable animal, » commenta Kat. « Oui, il avait des pattes et avançait de manière plus ou moins mécanique, mais le troisième modèle répondait en tout point aux espoirs de ses créateurs. Ils l'ont baptisé Charlie. Ses mouvements étaient contrôlés par plusieurs réseaux de neurones artificiels. Au début, il se déplaçait de façon maladroite et hésitante. Puis, il a compris de lui-même comment marcher, comme le fait un enfant. « Le deep learning », en déduisit Sarah Jo. Ou si vous préférez... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.